Bonjour, bienvenue à cette rencontre Juryvision avec le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Maître Philippe Dufresne. Alors, bonjour, Maître Dufresne. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous et aujourd'hui, nous allons discuter de plusieurs enjeux et également de la pratique juridique dans le domaine de la protection de la vie privée. Je suis accompagné ici aujourd'hui de la professeure Karen Eltis. Alors, bonjour Karen. Alors, Karen et moi allons vous poser plusieurs questions. Karen, peut-être te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Oui, bonjour. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis professeure titulaire à la section de droit civil de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Je me spécialise en protection de vie privée, en cyberdroit de manière plus générale et intelligence artificielle. Alors, j'ai très hâte à notre conversation. Merci encore, Monsieur le commissaire. Alors, je vais poser les questions en français. Karen les posera en anglais. Vous répondrez donc dans la langue appropriée. Alors, commençons tout de suite. Peut-être vous présenter et nous parler brièvement de votre parcours. Absolument. Premièrement, merci beaucoup pour l'invitation à Juryvision puis à la faculté. C'est un plaisir pour moi d'être ici. J'ai des bons souvenirs de la faculté pour avoir étudié mon barreau à Fauteux. Alors, j'ai passé beaucoup de temps ici et j'ai eu la chance par la suite dans ma carrière d'être un professeur à temps partiel ici à l'université où j'enseignais les droits de la personne au niveau international et au niveau canadien et aussi la plaidoirie d'appel. Alors, vraiment agréable de revenir aux sources. Donc, je suis ici pour vous parler de mon rôle de commissaire à la protection de la vie privée puis un peu comment je suis arrivé là. Et c'est intéressant, puis je suis content qu'il y ait des étudiantes et des étudiants de droit qui sont ici parce que c'est toujours inspirant de voir. Puis moi, je me souviens encore, j'ai l'impression des fois que c'était hier que j'étais dans les sièges d'école. Puis, j'aurais pas anticipé nécessairement être dans le rôle où je suis maintenant. Mais d'un autre côté, ce qui m'animait à l'époque, c'est encore les choses qui m'animent aujourd'hui. Je me souviens d'être étudiant en droit puis de penser aux droits fondamentaux, puis à la protection des individus, puis des personnes vulnérables, puis au rôle des juristes dans la société, dans les gardiens de la primauté du droit, puis le rôle qu'on pouvait jouer comme ça. Aussi, d'apprendre à propos des institutions. Puis ici, à l'Université d'Ottawa, on est au cœur du Canada et puis des institutions du gouvernement, puis de la justice. Alors, ça m'inspirait beaucoup aussi à l'époque de voir quelles sont les institutions, comment elles fonctionnent, comment on peut les protéger, comment on doit les protéger. On ne peut pas tenir pour acquis la démocratie, la justice, tout ça, ça se travaille, c'est fait avec des gens, puis comment on peut connaître ça. J'avais la chance d'être guide parlementaire, ça m'avait inspiré aussi sur les institutions parlementaires fédérales. Donc, j'avais ces intérêts-là, le droit public, le droit fondamental des individus. Donc, j'ai commencé ma carrière en pratique privée à Montréal, à McCarthy-Tétrault, et ensuite, je suis venu ici à Ottawa pour me consacrer aux droits de la personne. Je suis devenu avocat à la Commission canadienne des droits de la personne et je suis resté là pendant une quinzaine d'années dans des rôles progressivement plus seniors dans le sens où j'avais ultimement des responsabilités de gestion, j'étais responsable des enquêtes, des médiations, tout ça. Et de la vie privée aussi. Et dans ce cadre-là, j'ai vraiment eu la chance de plaider à plusieurs reprises devant les tribunaux canadiens, y compris à la Cour suprême du Canada à 15 reprises, donc dans des dossiers très importants qui, encore là, venaient rejoindre mes valeurs, des dossiers sur l'équité salariale, Bell Canada et Post Canada, où il y avait des allégations que les salaires étaient différents pour le travail de même valeur entre les sexes. Les dossiers sur le privilège parlementaire, des dossiers sur l'équilibre entre les droits de la personne et la sécurité nationale, des dossiers sur l'accommodement des personnes handicapées dans le contexte des transports, dans les trains. Alors, des questions vraiment pour moi qui posaient la question de comment est-ce qu'on peut protéger les droits fondamentaux en même temps qu'on protège l'intérêt public et qu'on protège une économie forte et tout ça. Alors ça, c'est des thèmes qui, aujourd'hui encore, dans mon rôle de commissaire, sont extrêmement pertinents. Et j'ai passé une année aux affaires étrangères pour travailler sur les tribunaux pénaux internationaux, la Cour pénale, tribunaux Rwanda, Sierra Leone. Donc, encore une fois, des questions de protéger les personnes les plus vulnérables et puis de défendre des institutions. Donc, cet aspect-là de diplomatie internationale, un élément qui
qui est pertinent dans mon rôle aujourd'hui comme commissaire parce qu'il y a un grand réseau international au niveau des commissaires dans le monde. On travaille de très près, y compris avec le G7, la francophonie et tout ça. Donc, ça, c'est des choses que j'amène dans mon parcours. Et finalement, je suis devenu ce qu'on appelle le légiste de la Chambre des communes pendant 7 ans, jusqu'à ma nomination il y a 2 ans. Et ça, le rôle de légiste de la Chambre des communes, c'est un rôle qui est pas tellement connu, mais qui est essentiellement le ministère de la Justice pour le législatif. Alors, tout ce que le ministère de la Justice fédéral fait pour le gouvernement, c'est de rédiger des projets de loi, donner des avis juridiques, plaider à la Cour. Bien, moi, je faisais ça avec mon bureau pour le législatif, pour la Chambre des communes, pour le président de la Chambre des communes. Alors, c'était un rôle très intéressant qui m'a amené à bien comprendre les comités parlementaires, le rôle des députés, le rôle du débat, le rôle de comment un projet de loi devient une loi, puis comment ça peut être changé en cours de route. Alors, encore une fois, quand je suis devenu commissaire à une période où il y a des débats sur des modifications de la loi, modernisation de la loi, bien, tout ça, c'est utile. Alors, je mentionne tout ça pour dire que finalement, moi, je n'avais pas un plan de carrière en disant « je veux être commissaire de la vie privée un jour », mais j'avais des valeurs, puis j'avais des priorités, puis je me disais « moi, je veux travailler vers tel but, je veux travailler dans tel domaine », puis je faisais des choix, puis à chaque choix, bien, c'était conforme à ces valeurs-là et ça amenait à d'autres choses. Alors, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est d'écouter vos valeurs, écouter votre passion, parce que non seulement vous allez aimer votre travail davantage, mais vous allez être meilleur à votre travail aussi. Merci pour cette réponse. Puis oui, effectivement, vous avez un parcours intéressant, puis vous avez également eu l'occasion de travailler dans des institutions qui sont fort intéressantes et on aura l'occasion d'en reparler alors. Oui, alors vous avez parlé de votre parcours qui est fort intéressant, but more specifically, I'm curious what brought you to privacy law and what sparked your interest in privacy law, and maybe what is your favorite part of working in this area? Right. Well, thank you so much. It's interesting. When I look back, even in my personal life, I realized that I was always attuned to questions of privacy. Early on, when people were asking for information about me as a customer, when is your birthday? I had a reaction. I said, why do you need to know my birthday? I just want to buy this. Or just seeing how individuals' reputations or information would become known and technology and all that. So I had, on a personal level, always a keen interest in that aspect. Professionally, at the Human Rights Commission, I was dealing with fundamental rights. Privacy is one of them. And so dealing with how do we protect individuals vis-a-vis the state, vis-a-vis the civil actors and corporations and so on. So privacy as an element of individual freedom, making the choices you want to make, and not having everyone know about them necessarily. And it's not that you have something to hide, but it's that you want to be able to live your choices. So it was always a common theme, whether it was international criminal tribunals and the role of international declarations in protecting rights such as privacy, and at the House of Commons being very active, looking at how do we support parliamentarians, giving them access to the information they need, but protecting the privacy of Canadians during that. So what I love about the role that I have now as Privacy Commissioner is that I can protect and promote something that is near and dear to my heart, privacy as a fundamental right. But I also do this bearing in mind the public interest, bearing in mind the need for Canada to have a strong economy. So making sure that we have this coexistence, that we're not forcing individuals to say, well, you can either have your privacy or you can have efficiency or you can have technology and all of that. So that role and those challenging issues and the fact that we're in a time with privacy where a lot is changing. There's questions about new laws. We're all grappling with technology and artificial intelligence. So we need to look at our laws and understand that, and we need to learn about technology, and we need to learn about the context. We also need to learn about international relations, because privacy, and this is something that I find particularly true in the privacy field, data crosses borders all the time.
And this is something that when I was in the equality rights side of the Human Rights Commission, the need for the international exchange and partnership was there, but not to the same extent as it is for privacy, because for privacy, you could protect human rights in Canada, do it well. And whatever others were doing, it may not so directly impact what you're doing in Canada, but for privacy, that's not the case. So that collaboration, hugely important. Génial. Alors, on va parler un petit peu plus en détail, justement, de votre rôle à titre de commissaire à la protection de la vie privée du Canada. Donc, pourriez-vous nous parler brièvement de votre mandat? Il y a sans doute aussi un aspect fédéral, provincial. Donc, peut-être un peu nous parler de votre mandat à titre de commissaire. Tout à fait. Alors, le rôle de commissaire, il y a plusieurs chapeaux et dans le cas du commissaire à la vie privée, il y a plusieurs lois aussi, puis plusieurs domaines. Alors, il y a vraiment plusieurs éléments. Un des éléments, c'est la protection de la vie privée. Et ça veut dire gérer, administrer, rendre des décisions dans le contexte d'un processus de plainte. Alors, c'est un rôle qu'on peut décrire de ombudsman, mais je dirais aussi un peu plus un rôle de décideur, alors qui ressemble à un rôle de juge dans le sens où on reçoit une plainte, on reçoit des soumissions, on émet une décision en bout de ligne. Alors, il y a cet aspect-là, droit administratif, gérer les enquêtes, équité procédurale, tout ça. Il y a un rôle aussi de communication. Mon mandat, c'est de faire la promotion de la vie privée, de la protection de la vie privée. Alors, communiquer, établir des lignes directrices, établir des principes, fournir des avis au gouvernement, à l'industrie, fournir des avis aux parlementaires lorsqu'ils revoient des lois, pas seulement les lois sur la vie privée, mais d'autres lois. Je suis régulièrement en comité parlementaire à donner des avis. Par exemple, lorsqu'on met on propose des nouvelles mesures de cybersécurité. Alors, est-ce qu'il y a un impact sur la vie privée? Si oui, je vais le soulever à ce moment-là. Vous avez parlé de l'aspect fédéral-provincial. Alors, effectivement, mon mandat vient de 2 lois fédérales. La loi sur la protection de la vie privée qui vient gérer la vie privée dans le contexte du public, donc le gouvernement, les institutions publiques, et la loi sur la protection des renseignements personnels et documents électroniques dans le secteur privé qui vient réglementer les compagnies privées. Et ça, c'est un aspect qui est unique pour la vie privée, encore un peu une distinction par rapport à mon ancien monde de l'égalité, de la non-discrimination, où dans le contexte d'égalité, chaque province va avoir sa commission et la commission fédérale va avoir un mandat qui est vraiment limité à tout ce qui est fédéral, donc le gouvernement fédéral et puis les institutions, les compagnies sous juridiction fédérale. Alors que dans le domaine de la vie privée, la loi qui réglemente les industries privées, elle est adoptée en vertu du pouvoir sur le commerce. Et donc, le fédéral a compétence sur tout le pays, à moins que des provinces aient adopté des lois qui sont équivalentes. Alors, ce qui fait que en ce moment, je vais avoir juridiction sur toutes les provinces, sauf l'Alberta, le Québec et la Colombie-Britannique, qui ont, elles, adopté des lois spécifiques à leur province. Donc, pour ce qui est dans ces provinces-là, ce seront ces commissaires provinciaux qui auront la compétence. Mais pour tout ce qui sort des provinces et pour tout ce qui est dans les autres provinces, à ce moment-là, ça sera moi. Alors, il y a beaucoup d'échanges avec les autres commissaires à la protection de la vie privée. Encore une fois, des enquêtes conjointes, des déclarations conjointes. Alors, cette coopération-là, elle est extrêmement importante et extrêmement riche. Wonderful. You spoke about the commissioner's role in great detail. I'm wondering if you can tell us a little bit about the OPC, the team, the people you work with, the mandate of that team. Absolutely. I have such an amazing team at the OPC. We have about 210 employees, team members in the OPC, and we have a number of sectors. So we have a sector on compliance that's going to be responsible for receiving complaints, receiving notifications of privacy breaches, dealing with those things at the front end, trying to find resolution in concrete situations, both in the public sector and in the private sector. So that's the compliance branch, and a branch that also has a lot of exchanges internationally with its counterparts, because the international collaboration in investigations, I mentioned joint investigations with our provincial and territorial counterparts, but we also do that with international counterparts on issues that are worldwide. And so that's the compliance branch. We have a policy and promotion branch that's responsible for the
the policy, the promotion, so the guidance, the non-binding, the non-complaints-based work where we coordinate our international relationships, the issuance of guidance. A big part of our work is not only to deal with problems after the fact, but prevent them and say to industry and say to government, this is what you should do. What I love the most is not to say, oh, gotcha, you're in trouble, but rather to say, avoid the trouble and get it right in the first place. So that's our policy promotion branch, includes our communication work. We have a legal sector, very important work there. Of course, we're doing work under legislation, but we're also interpreting legislation. And with the proposed bill in Parliament, Bill C-27, there's proposal for increased powers and increased processes that are going to be more formal, so big role for the team. And a corporate sector that's really the backbone of everything else, making sure that we have the right tools, that we have the right people, that we have the right contracting and finance, and technology, which is, of course, more and more important and relevant to this space, because technology has brought so many benefits, but also risks, and in particular risks to privacy. Bien, donc, justement, parlons du travail que font vos équipes. Donc, quels sont les principaux défis auxquels fait face votre équipe, les membres de votre équipe, que ce soit le secteur juridique ou le secteur des plaintes, ou en tout cas les équipes qui travaillent avec vous en ce moment? Bien, je dirais qu'à très haut niveau, moi, je veux m'assurer qu'on puisse livrer au maximum la protection et la promotion de la vie privée pour les Canadiennes et les Canadiens. Et ça, c'est un gros défi parce que, vous l'avez vu sans doute, presque à tous les jours, je dirais, je pense que je pourrais dire à tous les jours, il y a des nouvelles, on entend parler de la vie privée, que ce soit des questions de divulgation accidentelle ou de cyberattaques ou d'utilisation des données. Alors, avec la technologie qui augmente, avec ces communications-là, avec le fait qu'on voit quand même des utilités à l'utilisation des données pour la prise de décision, c'est un phénomène qui est quotidien. Encore dans mon ancienne vie, et je voyais des articles de médias peut-être à chaque 2-3 mois sur mon domaine. Maintenant, c'est à chaque jour, 2-3 fois par jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour se tenir à l'affût de ça? On vient d'émettre un plan stratégique qui identifie trois secteurs d'activité. Premièrement, optimiser tout ce qu'on fait pour la protection, la promotion de la vie privée. Ça veut dire revoir nos processus, revoir nos partenariats, comment est-ce qu'on peut communiquer davantage, comment est-ce qu'on peut écouter davantage, comment est-ce qu'on peut être plus proactif à l'international, au niveau national, comment est-ce qu'on peut anticiper les changements législatifs ou l'absence de changement législatif. On ne sait pas ce qui va arriver au Parlement avec certains projets de loi. Alors, nous, on doit être prêts à toute éventualité. S'il y a une nouvelle loi, on doit être prêt pour saisir la balle au bon, avoir les processus en place. S'il n'y en a pas, on continue d'utiliser les outils qu'on a pour maximiser la protection pour les Canadiennes et les Canadiens. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a identifié la protection de la vie privée des jeunes comme étant un défi important. Pourquoi? Parce que les jeunes sont, comme tout le monde, sollicités et puis confrontés avec la nouvelle technologie, les médias sociaux, l'Internet, tout ça. Ça fait partie de nos vies. Ça ne faisait pas partie de ma vie quand je grandissais, mais ça fait partie de la vie des jeunes maintenant. Alors, ça amène des bénéfices, mais ça amène des risques. Ça amène des risques à la protection de la vie privée. Ça amène le fait qu'on demande l'information personnelle des jeunes et on utilise cette information-là par la suite, y compris des fois pour prendre des décisions ou pour les tenir responsables plus tard pour des postes ou quoi que ce soit. Et ça, j'ai dit récemment au Parlement, il faut protéger les jeunes dans la loi, il faut reconnaître l'intérêt supérieur des enfants, il faut permettre aux jeunes d'être des jeunes. Si on traite les jeunes comme des adultes, si on les tient à un niveau d'imputabilité d'adultes, parce que voici ce que tu as fait en ligne, et puis on le garde pour toujours, puis on l'utilise, bien, il n'y a plus d'enfance à ce moment-là. Alors, ça a été, dès le début, une de mes préoccupations et une de mes priorités. Alors, on veut travailler là-dessus sur comprendre les jeunes, les équiper, les outiller, aussi les parents, pour que les parents, les grands-parents sachent un peu. Il faut faire attention avant de mettre toute cette information-là sur nos enfants en ligne, comme ça, mais aussi l'industrie
Et puis, on a émis des principes directeurs par rapport à l'industrie en disant, il faut faire attention, il faut mettre les protections de la vie privée par défaut. Il faut éviter de manipuler les gens avec les techniques de psychologie, les inciter à divulguer plus que ce qu'ils devraient divulguer. Alors ça, un grand pan de notre activité, puis ça se manifeste de façon concrète aussi dans des plaintes. J'ai initié une plainte contre TikTok il y a environ 1 an. L'enquête continue. Elle sera complétée dans les prochains mois, mais c'est, entre autres, on considère les pratiques de TikTok par rapport aux jeunes, par rapport au consentement, par rapport à la protection des jeunes. Et finalement, le troisième aspect des priorités stratégiques, c'est la technologie. Être à l'affût de la technologie, s'assurer que nos lois, nos processus, nos institutions sont capables de faire face à cette innovation fulgurante de la technologie, que nous-mêmes, on est capable d'utiliser cette technologie-là, mais de façon responsable, de façon éthique. Alors, encore là, on va utiliser les lois que l'on a. J'ai initié une plainte contre OpenAI, ChatGPT, pour vérifier est-ce que c'est conforme à la loi sur la protection des renseignements personnels, notre loi actuelle. J'ai fait des recommandations au Parlement pour la modernisation de la loi pour que la loi soit mieux outillée pour traiter de ça. Et on a aussi émis à l'international et au niveau national des principes sur l'intelligence artificielle, sur aussi toute la question de ce qu'on appelle en anglais le data scraping, donc le fait d'aller sur des sites et puis d'aller prendre l'information, tout ça. Alors, ça, c'est les champs d'activité. Il y a beaucoup à faire. L'aspect international est toujours présent et avec mes collègues du G7, à chaque année, on se rencontre et on discute de ces questions-là et aussi de la question du transfert des données entre les États. Alors ça va continuer d'être un enjeu important. Juste une petite question de précision. Quand vous dites « j'ai initié une plainte », vous avez initié une plainte dans quelle instance? On parle de quel genre d'instance? En fait, j'ai initié une instance moi-même au commissariat. Donc, moi, je vais enquêter et puis je vais rendre la décision suite à cette enquête-là. Donc, la loi permet soit que des individus déposent des plaintes devant moi. À ce moment-là, on enquête et on rend une décision. Mais je peux aussi les initier, ces plaintes-là ou ces enquêtes-là. Et ça ne veut pas dire que j'ai décidé à l'avance que la plainte va être maintenue. Ça veut simplement dire, en vertu de la loi, que j'ai des motifs pour l'initier. Et puis, ces motifs-là peuvent venir de toutes sortes de choses, peuvent venir de ce qu'on voit dans l'environnement, ce qu'on voit comme développement. Et puis, c'est un outil qui permet, par la suite, d'aller dire aux Canadiens et aux Canadiens, bien, soit il y a eu une violation et voici ce qui devrait être fait pour le corriger, soit il n'y en a pas. Mais là, vous êtes rassurés que ça a été vérifié. Et je pense que ça fait partie de ce qu'on doit aux Canadiennes et aux Canadiens pour ne pas que ça soit sur leurs épaules de faire ces recherches-là et ces vérifications-là. Thank you. Earlier in the conversation, you mentioned jurisdiction and jurisdictional issues. And if my students are here, I talk about the borderless nature of cyber law ad nauseum. The international aspects, but also, of course, within the Federation. I'm wondering if you can say a bit about the role of provincial regulators and how they fit into this tapestry. Absolutely. And so we have the federal, provincial, territorial commissioners. We have very, very close relationships together. I have jurisdiction over the country as a whole, except in provinces that have adopted substantially similar legislation. I mentioned Quebec, Alberta, BC. But even in those provinces, if data crosses borders, then those aspects would fall under my jurisdiction. So what we do to deal with this jurisdictional issue, and sometimes, I suppose, gray areas, is we work together. We work together to issue guidance together. We've issued a resolution on protecting children's privacy. We issued resolution on digital identification, setting out our expectations. We issued a resolution on ethical and responsible use of AI, saying, based on our collective legal principles, here are some of the things that we want to see. We issued one on employee privacy.
and very relevant in the context of return to the workplace and what kind of monitoring can you do, what are the things that you need to bear in mind. So that's on the promotion aspect. But even on complaints, so we will do some joint investigations on cases. We did one with respect to Tim Hortons a few years ago, which found that the app was taking too much information than was necessary and more than what was consented to. So there were joint recommendations there that were made in that context. The current investigation on TikTok, the current investigation on OpenAI, these are joint investigations. And so we're working together. We feel that this is better for Canadians and it's better for industry as well, because then the organization just responds once to those regulators. We can do that as well internationally. And I think this is a theme that we find in the privacy world, that working together sometimes takes longer, but we go further. And so we're going to continue to do that. Excellent, thank you. Donc, on a un groupe ici d'étudiants de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa qui sont avec nous. Et donc, on va entrer dans le chapitre des opportunités d'emploi dans le domaine de la protection de la vie privée au Canada. Peut-être en commençant par votre organisation pour des étudiants qui vont terminer leur baccalauréat, éventuellement faire leur barreau, peut-être même leur notariat. Est-ce qu'il y a des opportunités d'emploi chez vous? Et si oui, bien, quelles sont-elles pour l'avenir? Oui, tout à fait. Puis c'est intéressant parce que moi, je me souviens quand j'étais à la faculté, on disait, il y a tellement de perspectives d'emploi pour les juristes, que ce soit dans le domaine juridique pur, mais même aussi si on sort du domaine juridique, puis on va dans d'autres domaines comme la gestion, le leadership, la technologie. Alors, je pense qu'il y a énormément de perspectives d'emploi dans ce domaine-là. À mon commissariat, on a un service juridique en soi. Alors ça, c'est le travail juridique classique où les juristes peuvent donner des avis juridiques, faire des représentations, rédiger des soumissions, tout ça. Alors ça existe. Mais même dans le domaine de la politique, dans le domaine des plaintes, de la conformité, dans le domaine de la gestion intégrée, des juristes peuvent faire carrière, peuvent amener leurs connaissances juridiques pour des rôles de leadership. On le voit au commissariat, on le voit au gouvernement en général, dans la fonction publique. Alors, il y a beaucoup de directeurs généraux, sous-ministres adjoints qui sont des avocats, qui sont des juristes. Ils n'ont pas nécessairement un rôle d'avocat à ce moment-là, mais cette connaissance-là les aide toujours. Alors, ça c'est pour le commissariat, mais il y a énormément d'opportunités au-delà du commissariat aussi. Et donc, juste une petite précision, donc le travail en service juridique, premièrement, combien êtes-vous un gros service juridique? Est-ce qu'il y a des stages, il y a des possibilités de stage pour les étudiants? Est-ce que vous offrez la possibilité de stage du barreau? Ou est-ce que c'est plus ensuite, quand les gens ont leur barreau, qui peuvent s'intéresser à la pratique? On a un service juridique, je dirais, d'environ une vingtaine de personnes, plus ou moins. On engage de temps à autre des stagiaires ou des avocats. C'est pas régulier comme ça, comme certaines plus grandes organisations, mais j'encouragerais les étudiantes et étudiants à nous contacter si ça vous intéresse, la vie privée, la protection de la vie privée. On utilise aussi des avocates ou des étudiants, des fois à temps partiel. Alors, moi, je dirais de proactivement contacter si vous avez un intérêt pour ça. Thank you. And I always tell my students, this is the time to be interested in cyber law and privacy law. There's so many opportunities. I wonder if you can elaborate a bit outside the OPC, what sort of opportunities you see for law students in privacy law. Certainly, and it's interesting because I've been very fortunate in my career where I've been able to be a jurist and have fascinating experiences as a jurist, but also to become a senior leader. And now I'm essentially the CEO of my organization. I'm an employer. I am a decision maker. And so the role, the legal background and knowledge helps me in all of those things. But the privacy legal background, I would say, goes even further. And I was recently very happy to see in surveys about what should you do if you want to become a CEO. I think the article was, so you want to become a CEO, what you should do. And there was the typical things, learn about leadership, learn about negotiation. If you want to be in the private sector, perhaps learn about the business trends and so on. But it also said now, learn about privacy and be conversant in privacy
and cyber. And now I would argue probably they need to update that to say AI and these types of things. So these are skills and knowledge that are useful and sought after at the highest levels. And this is in the private sector and in the public sector. I've had discussions with senior leaders on both private and public who have said to me, almost everything that we do has a potential impact, if not an actual impact, on personal information. And so it's there. And so the role of my office is accordingly very high. But everywhere in industry, everywhere in government, there is a role for privacy experts, privacy champions, and it's a role that I absolutely value. In fact, one of the first things I said to the industry representatives and the public sector chief privacy officers and VPs in that space, and also the head legal counsel on privacy, I said to them that I saw them and I still see them as privacy champions, privacy ambassadors. So it's not only from the outside, it's not only within the regulator that you can promote privacy. You can promote privacy and protect privacy from the inside. And there's a different type of influence, and it's an important influence if you're on the inside and you're able to tell your client or your organization, I'm committed, I know what we need to achieve here, but we can achieve it with privacy, and we should achieve it with privacy. And that's when I was appointed privacy commissioner. First thing I said to the Senate and the House, who had to confirm me, I shared with them my 3 pillars of my vision for privacy, and they're still the same. And there was that one. Privacy is a fundamental right. We have to treat it as such. We have to recognize it as such. And I'm very happy to see that. My recommendation in this respect has been adopted by the committee studying C-27, and is going to be adding that specific reference to the law. The second element was that privacy supports the public interest and innovation and Canada's competitiveness. And the third was that protecting privacy generates trust and generates Canadians' trust in their institutions, public institutions, something that's always been near and dear to my heart. And also their trust in the market and in the economy and participating in that. So those things are fundamentally important. And as internal privacy champions organization, that message is very important, that you don't have to choose between. Privacy is not an obstacle. Privacy will actually help you. And I've heard this in so many spheres. So it's not a zero-sum game. It's not a trade-off. Donc, justement, vous l'avez évoqué un petit peu, l'importance du travail juridique dans le secteur privé pour la protection des renseignements personnels et pour la vie privée. Mais peut-être vous évoquez certains rôles dans une perspective d'emploi futur pour les étudiants qui sont ici avec nous. Oui. Quel genre de personnages avez-vous à traiter dans l'industrie privée, puis qui sont des gens qui ont une responsabilité ou en tout cas qui sont engagés pour la protection de la vie privée? En fait, il y a le rôle traditionnel où quelqu'un peut devenir avocat dans un bureau d'avocat, puis là, devenir, l'expert pour le secteur. Il y a les gros bureaux d'avocats ont leur secteur de la protection de la vie privée. Et encore une fois, avec l'intelligence artificielle, ça va soit se joindre à ce secteur-là ou ça va devenir une branche connexe, mais énormément de travail là-dessus. Puis quand on voit les nouvelles lois, les nouvelles exigences, et toute cette interopérabilité entre les juridictions, non seulement au Canada, mais à l'international. Alors, des praticiens doivent comprendre le droit fédéral, le droit provincial, au Québec, à Alberta, Colombie-Britannique, mais aussi l'Europe, RGDP, les États-Unis, qui commencent à bouger un peu plus avec un projet de loi nationale sur la vie privée, mais aussi beaucoup de juridictions dans les États, le rôle de la FTC. Alors, tout ça, c'est du droit commercial, international, alors extrêmement intéressant. Et au sein des organisations elles-mêmes, il y a le rôle de dirigeant principal en matière de vie privée. Et ça évolue. Et ça, c'est quelqu'un qui est souvent, qui sera juriste et qui va être la personne à l'interne qui est responsable de la gestion et de la conformité aux obligations. C'est un rôle qui est extrêmement important et qui est extrêmement difficile parce qu'ils doivent comprendre les obligations, mais aussi faire en sorte que leur organisation peut livrer la marchandise. Alors, c'est un peu semblable à un contentieux interne d'une entreprise. Moi, je l'ai vécu. Tu l'as vécu aussi. C'est un grand défi parce que
c'est plus facile d'être en pratique privée dans son bureau d'avocat. On donne l'avis, puis on est très détaché du client. Mais quand on est au sein du client, on le fait en respectant nos obligations déontologiques, mais aussi on doit le faire de façon à ce qu'on est perçu comme étant un membre de l'équipe. Alors, c'est des grands défis comme ça. Et ces rôles-là sont en train d'évoluer aussi avec la question de la technologie, de l'intelligence artificielle. Même des fois, le nom du titre va changer en Chief Privacy et dirigeant en matière d'éthique. On parle des concepts d'éthique maintenant. Ce que je trouve qui est très positif de voir la vie privée, c'est pas simplement un aspect réglementaire de façon froide, mais c'est fondamental au traitement des gens. Et l'intelligence artificielle, je pense aussi, amène beaucoup de questions par rapport à ça. Alors, que ce soit traditionnel juridique, que ce soit dirigeant en matière de vie privée, et comme je mentionnais, peu importe le rôle, le rôle de leadership, on va se faire donner des avis sur ces enjeux-là. C'est complexe, et si on a une connaissance du domaine, ça va être bénéfique. Mm-hmm. Definitely, and we see emerging obligations to appoint artificial intelligence officers responsible. You've given us so much and such a rich view of what young lawyers can do in privacy. I'm wondering if you have any additional guidance of what future lawyers, so current students, might do to get involved in privacy. Sure. Well, I think stay open-minded and stay curious. I remember when I was sworn into the Quebec Bar, the bâtonnier made a speech at the time, and I won't tell you what year that was, but the speech was to the effect that technology was going to be more and more important. And I remember sitting there thinking, well, why is he talking to us about technology? This is a law class, and we just finished this very traditional degree. But he was absolutely right. And it's been accelerating even more. So this openness to learning about new things, technology, but not just technology itself, but also everything that comes with that. Psychology, learning about psychology. A lot of what we see in the privacy world is about nudging techniques, deceptive patterns. So understanding how psychology works, how can we be influenced? I have found this to be hugely useful for me when I look at patterns and I say, well, this is problematic. You know why it's problematic? Because you're using psychological knowledge to influence me in making a choice that's not a good choice for me. So stop doing that. So knowing those tools is helpful. Having an open mind about other areas of the law is also beneficial, and is also a good time to encourage law students that way. Because even in our world of privacy, which is so broad, we work more and more with other regulators. Last year, with the Competition Bureau and the CRTC chair, it created Canadian Digital Regulators Forum. So it was a forum bringing together the key digital space regulators, because we recognize that there's some aspects which is not going to be just a privacy aspect, it's not going to be just a competition aspect, it's not going to be just a broadcasting aspect, and more so there's even a risk that one is pitted against the other. So we didn't want that. I didn't want anybody to say, well, protecting privacy is going to harm competition in Canada, or is going to harm broadcasting policy in Canada. So we said, no, these are not trade-offs, but we need to work together so that we're informed. And artificial intelligence is a perfect example there, because it touches privacy, competition, copyright. Copyright Board has reached out to us and now is an observer in that body. I'm going to be the chair of the forum this year, looking forward to working even more closely with my colleagues. We're working internationally. So beyond privacy, huge aspect. So that capacity to say, well, I'm understanding this field, but I'm also able to grapple with these concepts. And that makes you not only a better lawyer, but a better decision maker and arguably a better citizen. So, and this is something that we're going to have to grapple with as a society. Je pense que vous avez donné un bel éventail de tous ces organismes-là qui supervisent, si vous voulez, un peu le monde numérique dans lequel on vit. Puis il y a encore d'autres belles opportunités d'emploi pour quelqu'un qui s'intéresse à la question de l'intelligence artificielle ou à la question plus largement du droit dans le monde numérique. Donc, avant que nous passions à l'enjeu, des enjeux plus précis, avez-vous quelques derniers grands conseils là, pour ces étudiants qui sont avec nous au niveau de leur parcours et de leur intérêt à l'égard des enjeux liés
à l'IA ici particulier, parce qu'on a des étudiants qui s'intéressent à l'IA dans le cadre de ce cours-ci, mais des enjeux dans le monde numérique en général? Bien, je pense que de s'informer, de bien maîtriser le droit, de bien maîtriser l'environnement dans lequel on opère. Je pense que ça, c'était toujours des atouts pour des juristes. On ne donne pas des avis juridiques dans un vacuum. Alors, il faut se poser la question, quel est l'impact de mon avis? Qu'on soit en pratique privée ou qu'on soit à l'interne, quand les clients reçoivent un avis, si l'avis il est tellement théorique qu'on a l'impression que l'avocat se protège lui-même, il ne nous protège pas nous comme décideurs, ou que l'avocat n'a pas vraiment en tête les pressions très réelles que l'organisme a, bien, la vie est moins utile. Alors, je pense que de développer cet aspect-là, de dire on a une maîtrise du droit qui est solide, mais on est aussi pragmatique, on est pratique, on comprend les implications, on comprend les réalités. Alors, c'est cette curiosité-là, c'est cet esprit ouvert. Puis, quand on choisit un domaine du droit, bien, on devrait le choisir, selon moi, parce que le domaine nous intéresse, l'industrie ou le milieu nous intéresse. Alors, moi, je vous donne un exemple. J'étais intéressé par les droits fondamentaux. J'étais intéressé par le droit public, les institutions. Alors, je me suis informé au sujet de comment nos institutions fonctionnent. Si j'avais un dossier qui touchait telle et telle industrie, bien, de la connaître, cette industrie-là. Bien, dans le domaine de la vie privée, il faut comprendre la technologie, il faut comprendre les chevauchements entre les secteurs. On n'a pas parlé tellement de les atteintes à la vie privée, tout ça, la cybersécurité. Alors ça, c'est d'autres opportunités de partenariat. Un domaine récent qui va être d'intérêt aussi, c'est la question démocratique. J'ai fait une déclaration c'était à la fin de l'année dernière sur la vie privée comme droit fondamental, mais aussi comme soutien de d'autres droits fondamentaux, notamment les droits démocratiques. Alors, on voit ça, on a des discussions en ce moment sur les partis politiques. Quelles devraient être leurs obligations en matière de vie privée? En ce moment, au Canada, elles sont beaucoup moindres que pour les compagnies privées, elles sont beaucoup moindres que pour le gouvernement. Alors, ça, c'est un élément à réflexion. Il y a un projet de loi devant le Parlement là-dessus. Il y a des débats dans les provinces aussi. Alors, on peut voir que la vie privée, vraiment, ça touche tous les aspects. Alors, ça serait ça mon conseil, de dire, hey, ayez l'esprit ouvert, puis soyez informés. Puis c'est un bon temps de s'intéresser à la vie privée parce que le domaine est vraiment en pleine effervescence. And that's an excellent segue to our favorite topic, which is hot issues. And I think you really set the table perfectly for the following question, which is, what would you say are the most pressing or challenging issues for Canadians today in privacy law, but also beyond all the related matters that you've mentioned? Right. Well, I think that the pressing issues for Canadians is that we're living in a world that's more and more complex, more and more interconnected. Technology is bringing great innovation and great supports, but it's also raising risks and challenges. The OECD published a report on AI last year where they talked about the top. They were polling the G7 ministers about the top benefits and the top risks of AI. And top benefits, they were talking about productivity, they were talking about communication, innovation. But in terms of risks, they were talking about disinformation, deepfakes, copyright breaches, privacy breaches. So we see this tension, this real or potential tension between usefulness and impact. And so this is really part of what we are grappling with, is making sure that our laws are updated. So we're spending a lot of time advising parliamentarians on modernizing the privacy law for the private sector. I then want to see modernization of public sector privacy law. We need to make sure that those two are up to date and that those two are working together because we're seeing more and more of the government subcontract or contract to private sector companies. Those public-private partnerships, this is a good thing, but it raises questions when, like Canada, you have different legal standards between private sector and public sector. So a lot of our work has been in this space, making sure that when the government is using companies, that it's accountable for what's happening. It's accountable for the company's compliance with their legal obligation. And indeed, this year, the Supreme Court of Canada issued a decision in King versus Bikovitz, where the court reiterated the importance of privacy, found that ISP addresses and this type gave rise to reasonable expectation of privacy. The RCMP would need warrants for that.
but really made a strong statement about how privacy is so linked to our freedom as citizens and is indeed essential to a free and democratic society. Of course, things I've been saying and absolutely agree with. But also talked about how the fact that Canadians not only are entitled to their privacy, but they don't have to stay away from the internet to have their privacy. They're entitled to participate in this new digital marketplace, which has replaced the old marketplace. You know, one of the first articles on privacy, 1890, an article called The Right to Privacy by Warren and Brandeis, and they were talking about how do you fit privacy under the legal regime, and it's not quite defamation, and it's not quite property, and it's not quite tort. And they described it as the right to be left alone. But one of the examples they gave, which I found fascinating, it says, well, the rock collector is entitled to get the rocks delivered to their house in the village and not have the whole village know what rocks they're buying. And that, if we can see now with technology, a very real issue. We're seeing lots of questions where privacy comes up in the context of other legal regimes. I mentioned electoral rights, political parties. I can mention broadcasting rights, where we had a C11 that was going to require streamers to promote Canadian content. And so that gave rise to privacy questions. We have cybersecurity measures that would require organizations to communicate information to the government. In the last budget, we had discussions about banking and preventing money laundering. And so these aspects raise privacy issues. Online harms, a big issue. How do you protect children? How do you make sure that the content that children have access to doesn't harm them? That raises question of age verification. And so does that harm privacy or does that help privacy? So there's a real need to work in these areas so that we can make sure that it's not at the expense of another. And we can see how much privacy law, even our old laws, have to offer in solving new problems. So I've mentioned privacy law exists and it's going to be applied to AI. But even in the context of cybersecurity, which we're seeing more and more. We're seeing, some call it even cyber warfare. Privacy principles talk about safeguarding the information that you have, talked about retaining it no longer than you need it. These things are absolutely relevant and useful in dealing with cyber attacks. Because if you have good safeguards, you're better off protecting it against a cyber attack. If you have good retention policies, you have less information that's susceptible to attacks. So using those laws to tackle new problems, I issued a decision this year about ALO, formerly MindGeek, the owner of the Pornhub website. And we found that in cases of revenge porn, or what I like to call image-based abuse, current privacy laws provides protection. It provides obligations to those platforms, making sure that they don't post online intimate images without the consent of everyone directly who is on those images. And so that's something that there's new proposed legislation in the House of Commons on online harms, which specifically tackle that. And that is a positive step, but there are already laws that are there and that help. And my job is going to be to apply them, and we're going to do that. Et dans les derniers mois, dans la dernière année et demie, on entend beaucoup parler, et ça s'est immiscé dans la vie quotidienne des gens, de l'IA. Et donc, le cours auquel participent les étudiants aujourd'hui, spécifiquement s'intéresse à l'IA. Donc, quels sont les grands enjeux de vie privée auxquels doivent faire face les Canadiens aujourd'hui dans ce contexte où l'IA prend de plus en plus de place? Elle était toujours présente sous une forme ou sous une autre, mais aujourd'hui, c'est encore plus patent, là. Donc, quelles sont les préoccupations très pratiques là, que les Canadiens doivent garder en tête lorsqu'ils traitent avec des systèmes qui sont omniprésents maintenant, l'intelligence artificielle? Bien, ce qu'on voit avec l'intelligence artificielle, c'est, et puis j'inviterais les gens à regarder notre déclaration là-dessus. J'ai fait plusieurs déclarations sur l'intelligence artificielle. La première était avec mes collègues du G7, où on a réitéré le fait que les lois actuelles s'appliquent à l'intelligence artificielle. Alors, il n'y a pas de vide juridique. Il y a plusieurs propositions de nouvelles lois au Canada. L'Europe vient d'en adopter. Mais en attendant, il y a déjà des lois. La vie privée, les droits de la personne, tout ça, ça s'applique. Les enjeux de l'intelligence artificielle, c'est que ça se construit à la base d'informations.
parfois de l'information personnelle, et ça en génère des décisions par la suite. Alors, ce que nous, on regarde dans nos analyses, dans nos enquêtes, c'est est-ce que cette information-là, est-ce que c'est traité de façon conforme à la loi? Est-ce que le consentement est obtenu de la bonne façon? Est-ce que les principes de traitement de cette information-là sont faits de manière appropriée? Alors, je dirais que c'est à la fois dans la construction de l'intelligence elle-même, mais aussi dans l'utilisation. Donc, ce qui en ressort, et puis on peut voir toutes sortes de préoccupations, y compris regarder dans les médias les questions de fausse identité, de manipulation ou de prendre la voix de quelqu'un, puis de façon consciente ou pas. Et puis là, on est en train de faire une représentation de l'information personnelle de quelqu'un d'autre sans son consentement. Alors, il y a beaucoup de questions comme ça à ce sujet-là. Et puis, mon rôle, puis le rôle de mes collègues à l'international puis au Canada, ça va être de continuer de mettre l'avant les principes, nos attentes par rapport à ça et au besoin d'utiliser les lois dans le contexte d'enquête. Parce que c'est un petit peu, si je peux me permettre, c'est un problème qui est plus large que, évidemment, la protection de la vie privée. Ça concerne certains des autres organismes et puis d'autres régulateurs et d'autres lois, là, évidemment. Donc, vous êtes une portion, parce que l'IA générative est extrêmement complexe. Premièrement, sans doute enquêter aussi. Là. Exactement. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on a créé le Forum des autorités réglementaires du numérique, pour dire, bien, c'est pas seulement une question de vie privée, il y a une question de droit d'auteur, il y a une question de droit de la concurrence, il y a une question de droit de la personne. Projet de loi au fédéral sur l'intelligence artificielle qui est agencé à la modernisation de la loi sur la protection de la vie privée, propose de donner au ministre de l'Industrie un rôle de coordination pour ce qui sort de l'intelligence artificielle. On parle notamment de décisions qui pourraient être empreintes de partialité, de discrimination, tout ça. Alors ça, c'est des choses où les commissions des droits de la personne ont un certain rôle à jouer, la vie privée a un rôle à jouer, l'État a un rôle à jouer. Et puis, donc, c'est ça le défi de notre époque en ce moment, c'est de s'assurer qu'on vient réglementer ça comme il faut, sans pour autant empêcher l'innovation et tout ça. Et puis, on donnait l'exemple des voitures, puis l'invention des voitures. Pour qu'on puisse faire des voitures qui vont très vite, bien, il a fallu qu'on invente des freins. Alors, les freins, bien, c'est ça, c'est la réglementation, c'est les balises. Ça ne vient pas empêcher l'innovation, ça vient en fait la permettre. Et puis, c'est ce qu'on va continuer de faire dans le contexte de l'IA et qui sait des autres technologies qui vont continuer. I think you made a crucial point about the fact that we do have laws, many laws of all sorts that are relevant. Very often people seem to think we're in a legal void, but we're not. And that said, I'm wondering if you could nonetheless mention a few of the challenges that you see in terms of enforcement of the current framework and maybe specifically given your role, PIPEDA. Sure. Well, an obvious one is that a big difference between the law in Canada federally and internationally is that I do not have order-making powers vis-a-vis companies. So I can make recommendations, and those recommendations are quite impactful. Organizations, certainly organizations in Canada, they pay attention to these recommendations. They don't want to have negative findings, and that there's a reputational harm in that for sure. I issued a decision in a case involving Home Depot when Home Depot was offering an email receipt or a printed receipt, and if you chose the email receipt, it would share your info with Facebook without your knowledge or consent. So I found that was a breach of the law, and I recommended that they either stop using that tool or that they provide an explicit opt-in consent of Canadians, and the organization agreed and stopped using it. So the recommendation power is important, but there will be some cases where an organization will not agree. And my recent decision vis-a-vis MindGeek, Pornhub, the organization did not agree with my recommendation. I'm hoping they will reconsider, but so far they have not agreed. And so that's a gap with not having this order-making powers. Also, there is no possibilities for the issuance of fines under the Canadian legislation other than in Quebec. And that's also an issue because organizations have such incredibly high financial incentives in some cases to use data, to use personal information, that without the risk of a fine at the end of the day,
it becomes even more difficult for people on the inside of those organizations to convince decision makers to do the right thing. And so I want the ability to issue orders and to have fines, not because I want to use those tools, but because just the existence of those tools will focus the mind of decision makers. And in those cases where they're necessary, they'll be there, they'll be used. So those are examples. Other aspects in terms of AI, Canadians don't often understand really how that works. How are these decisions made? Was there a human involved, or was it all technology? So I've recommended that there be in modernized legislation the right to an explanation, algorithmic transparency. There is a proposal for that in the bill. I've recommend that it go further and that it be available in all cases for Canadians, at least for now, given that there's uncertainty about AI. Privacy impact assessment, proactive requirement for organizations to do an assessment, to identify the privacy risks, to put forward mitigation measures to limit those risks. That should be a legal requirement. It's not. For the public sector, organizations have to do that under Treasury Board policy, but it's just a policy. I want it to be in the law, again, so that this be done, and that this be done before measures are put in place, not after. So those are some of the AI-specific improvements that we want to see, and there are a number of them in C27 talking about organizations developing privacy management programs and so on. We need to continue to work on data transfers between jurisdictions. And also, I've recommended that I be able to cooperate more fully with other regulators. One of the particularities now is that I can do a joint investigation with the Federal Trade Commission in the US, and we have, but I could not do a joint investigation with the Competition Bureau in Canada, because the law only allows me to cooperate on policy and guidance matters. So that's an example of where we can improve our legal regime. Alors, merci. Alors, avant de passer aux questions des étudiants, j'aimerais simplement que vous nous parliez un petit peu des efforts que vous faites, mais qui peuvent être faits en général par diverses institutions pour promouvoir ou en tout cas sensibiliser le public à ces enjeux dont on a discuté aujourd'hui. Bien, merci. Puis en fait, on est en train de le faire maintenant. Alors, j'apprécie beaucoup le podium que vous me donnez, puis le fait de véhiculer, puis de présenter ça. Je pense qu'il faut chercher des opportunités partout. L'Université d'Ottawa en fait, que ce soit des centres sur la protection de la vie privée ou sur cyberdroit ou tous ces éléments-là. Et ça fait partie de ce qu'on va chercher à faire, nous aussi, au commissariat, en travaillant avec des groupes de jeunes, en travaillant avec l'industrie, le gouvernement, la société civile, les universités. Je pense qu'il faut essayer de communiquer et de vulgariser ça. On est dans un domaine qui est très technique. Le droit est technique et la technologie aussi. Et je pense qu'il faut essayer de l'expliquer de façon simple pour que les gens comprennent. Un des défis qu'on voit dans le domaine, puis les gens ont parlé de fatigue du consentement ou épuisement. Les clauses sont très complexes, même pour des juristes. Et parfois, on rend les choix difficiles. Moi, j'aimerais que quand on propose le consentement pour les bannières, les cookies et tout ça, les témoins de consentement, là, qu'on offre le choix de rejeter tout dès le début. En ce moment, on offre le choix d'accepter tout dès le début, et puis ça prend 2-3 clics pour aller chercher les autres choix. Alors, je pense qu'il faut vulgariser ça, donner des exemples concrets, de dire, écoutez, vous mettez les photos de vos enfants là, sans trop savoir quels sont les paramètres du site, là. Bien, la photo, elle va être prise. Elle va être prise par des acteurs, bons, mauvais. On a fait une déclaration avec des collègues internationaux sur la question de ce qu'on appelle en anglais data scraping, d'aller chercher des images sur le web sans consentement. Et dans ça, on a fait part de nos attentes aux compagnies de médias sociaux en disant, vous devez traiter ça avec prudence, vous devez protéger cette information-là. Dans certains cas, ça peut être des atteintes à la vie privée. Et on a aussi donné des conseils aux citoyennes et aux citoyens. Mais on a dit, c'est pas aux citoyennes et aux citoyens en premier lieu
de se protéger. On ne délègue pas cette obligation-là aux citoyens parce que trop souvent, je trouve que on fait ça dans la société. On va nous déléguer les tâches, tout ça. Tout le monde est occupé, tout le monde a un temps limité. Alors, il faut que les gens soient un peu plus informés sur des techniques et tout ça, mais il ne faut pas déresponsabiliser l'industrie ni le gouvernement. Bon, bien, merci. Merci d'avoir répondu aux questions de moi-même et de la professeure Eltil. Alors, on passe maintenant à l'étape où nous avons demandé aux étudiants de préparer des questions. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je pense, donner mon hot seat à un ou une étudiante qui est intéressée à vous poser la question. On va apporter un petit micro ici. Alors, ceux et celles qui sont intéressés, levez la main et vous pourrez venir converser avec monsieur le commissaire ici. Alors, allons-y. Alors là, ça prend mon petit micro. Donc, un étudiant, une étudiante intéressé à poser la première question, n'hésitez pas. Venez, levez-vous et puis venez ici à l'avant. Gênez-vous pas. Viens. Alors, je vous demanderai de vous présenter, peut-être dire à quelle étape vous êtes de votre parcours scolaire et puis de poser la question. Et dans la langue de votre choix. Dans la langue de votre choix. Bonjour, je m'appelle Rebecca Berchamp, je suis une étudiante en PDC, deuxième année. Vous avez mentionné l'application TikTok, donc je voulais juste demander, est-ce que vous pensez que dans le futur, il y a une possibilité que cette application serait annulée sous l'influence même de en Amérique, j'ai entendu dire plusieurs choses par rapport à cela, puis j'étais juste curieuse. Bien, c'est sûr qu'il y a des développements là-dessus. Aux États-Unis, c'est en train d'être débattu. Au Canada, le gouvernement a décidé de l'interdire sur les plateformes gouvernementales, donc les outils gouvernementaux, à cause de préoccupations en matière de sécurité nationale. Alors, ça se déroule. De mon côté, je suis en train de faire mon enquête sur les aspects de vie privée. Est-ce que ça protège suffisamment l'information des Canadiennes et des Canadiens? Est-ce que ça protège suffisamment l'information des jeunes? Et est-ce que c'est conforme aux lois? Et j'ai l'intention de terminer cette enquête-là sous peu et puis de rendre nos conclusions publiques à ce moment-là. Alors, on verra, mais vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup de discussions qui sont en train d'avoir lieu sur ces questions-là, tant en matière de vie privée, mais aussi en matière de sécurité. Puis, est-ce que vous avez des conseils de comment est-ce que nous, les étudiants, même comme les Canadiens, peuvent réduire tout risque vis-à-vis comme cette application? Bien, quand on va rendre notre décision, c'est là où il y aurait des recommandations concrètes qui seraient faites à la fois potentiellement à l'organisation et à la fois potentiellement aux Canadiennes et aux Canadiens. Je l'ai fait, par exemple, dans la décision sur Home Depot. J'avais dit, écoutez, j'encourage les Canadiennes et les Canadiens à toujours demander pourquoi vous voulez mon information. Alors, si on me demande, je veux ton adresse courriel, mais pourquoi vous voulez ça? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Que ce soit TikTok ou n'importe quel média social, moi, j'encouragerais les gens à regarder qu'est-ce que c'est les paramètres en matière de vie privée. À quoi est-ce qu'on me demande de consentir ici? Et puis, quand on dit des choses comme on va utiliser l'information pour améliorer nos services, bien, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, surtout, à qui est-ce qu'on veut partager cette information-là? Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a un ou une autre étudiant qui a une question? N'hésitez pas. Oui, venez, approchez-vous. Allez-y, vous pouvez vous asseoir. C'est confortable, oui. Ça, vous n'avez pas besoin de tenir le micro trop proche. Ça peut être juste vers vous, comme ça. Faut dire notre nom. Oui, présentez-vous et puis vous pouvez parler de votre parcours scolaire. Où vous en êtes? Moi, c'est Lara. Je suis dans la même année que Rebecca au programme de droit canadien. J'avais juste une question quand ça vient au contrat d'adhésion. On a souvent des contrats d'adhésion puis on n'a pas vraiment le choix de refuser. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire par rapport à ça?
Bien, je pense que ça va faire partie. La loi indique qu'on ne peut pas exiger le consentement comme condition de l'utilisation du service, là, à moins que ça soit justifié. Alors, dans le nouveau projet de loi, ce qui est proposé, c'est que ça soit encore plus clair, que la façon qu'on demande le consentement soit éclairée, que les gens aient la possibilité, que ça ne soit pas fait de façon inappropriée. Alors, je pense que ça fait partie des éléments qu'on considère si on regarde le consentement. Est-ce que aussi l'élément de fin appropriée? Est-ce qu'on utilise l'information pour des bonnes fins? Est-ce que parce que même avec le consentement, si la fin elle n'est pas appropriée, ça devient problématique. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir aussi davantage dans la loi en matière de réglementation du gouvernement. Alors, c'est une question tout à fait pertinente parce que souvent, c'est ce qu'on voit. On va voir, voici la clause, puis on ne peut pas la négocier, la clause. Et c'est pour ça que la question du consentement, on doit travailler encore pour l'améliorer. Puis est-ce que ça serait applicable à des compagnies comme, je pense, à nos téléphones, par exemple? C'est souvent, mettons, Apple va nous présenter dans les réglages, ça va être juste comme, tu peux consentir au update, par exemple. Est-ce que ça serait applicable dans des conditions comme ça aussi? Bien, quand on vous offre ces choix-là avec les téléphones, si vous choisissez que vous consentez à ça, bien, ça va être traité comme tel. L'information, ils vont la prendre. Alors, les options, puis moi, j'ai recommandé que quand c'est utilisé par des jeunes, que par défaut, ça devrait être sélectionné que c'est éteint, que c'est non la réponse. Et comme ça, si vous faites rien, ça sera non la réponse. Alors, on travaille là-dessus. On a fait aussi à l'international une vérification au hasard de plusieurs sites web pour voir justement est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des pratiques qui sont qui induisent en erreur par rapport à ce genre de choix-là. Et on va faire un rapport sous peu là-dessus. Mais certainement, quand on vous offre ces choix-là, important de les regarder puis de choisir, si c'est ce que vous voulez, la protection maximum pour la vie privée. Certainement, ce serait ma recommandation. Et dans un cas où carrément on est préoccupé que le modèle de choix est très problématique et le choix est illusoire, vous pouvez toujours contacter mon bureau puis poser des questions. Parfait, merci. Excellente question. Excellente question. Est-ce qu'on a une autre question? J'ai vu d'autres personnes intéressées. Oui. Venez. Ben non, c'est super. Alors, même chose, si vous voulez vous présenter et nous dire où vous en êtes dans votre cheminement scolaire. Bonjour. Je suis dans ma deuxième année au PDC comme les deux filles, Rebecca et Lara. Ma question était en fait un peu particulière. Je me demandais si le commissariat a eu aussi une implication sur les enquêtes qui étaient menées pour enquêter l'ingérence étrangère provenant des pays comme de l'Inde contre les personnes sikhes au Canada. On n'a pas été impliqué sur cette question-là spécifiquement, mais on a fait une enquête conjointe par rapport à Facebook, qui est toujours devant les tribunaux au moment où on se parle, par rapport au scandale Cambridge Analytica, où on permettait l'utilisation des données des utilisateurs sur Facebook qui, par la suite, ont été utilisées essentiellement pour faire de la manipulation pendant des campagnes électorales, que ce soit Brexit ou les élections du président Trump aux États-Unis. Alors, c'est pas le même scénario spécifiquement, mais ça montre un exemple où l'utilisation de la vie privée et le non-respect de la vie privée, ça peut avoir des impacts ailleurs. Pour ce qui est de la question de l'ingérence étrangère, je note que le gouvernement a déposé récemment un projet de loi, le projet de loi C-70, qui va venir apporter de la protection supplémentaire et donner plus de pouvoir aux organes de renseignement du Canada, puis exiger un registre public de ce qu'il appelle, je pense, le registre d'agents étrangers si on donne des contrats pour influencer la politique étrangère. Alors, c'est un domaine d'actualité, certainement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a une autre question de la part de notre... Oui, bien venez. Oui, venez. Voulez-vous... ask the question on my behalf. Yeah, I can.
Mary Karen? I ask about international privacy. You don't need that. I wanted to know to what extent do private organizations such as charities need to disclose information of people outside of Canada, not just in Canada. For example, if you're helping a family outside of Canada and you get all their information, does this information need to be disclosed to the government, or can you protect that information? Donc, Veux-tu que je répète? Tu peux faire summarize the question. Oui, alors si on aide une famille à l'international, l'étudiante voulait savoir à quel point est-il nécessaire de révéler l'information, les données privées de cette famille-là, si j'ai bien compris votre question. Oui, alors ça soulève toutes sortes de questions. Si c'est de le révéler au gouvernement, bien la question sera quelle est l'autorité du gouvernement de demander cette question-là? Alors, je parlais de la décision récente de la Cour suprême qui disait bien, pour que la GRC obtienne l'information auprès d'une compagnie privée en matière d'adresse électronique ou quoi que ce soit, bien, elle doit avoir des motifs raisonnables, doit avoir un mandat. Alors, la question se pose comme ça par rapport à quelle est l'autorité. Puis les industries privées vont toujours se demander, avant de fournir de l'information, même au gouvernement, quelle est la base juridique pour faire ça. Un projet de loi devant la Chambre en ce moment qui permettrait aux banques de partager des informations entre différentes banques si elles estiment que ça pourrait permettre de révéler du blanchiment d'argent. Alors ça permet une possibilité comme ça. Les charités, les organismes de bienfaisance ne sont pas toujours visés par la loi sur la protection de la vie privée parce qu'on vise les commerces, les organisations commerciales, mais ça se peut qu'elles le soient parce que si certaines opérations qu'elles font, par exemple une levée de fonds ou des choses comme ça peut être considéré quelque chose qui tombe sur notre compétence. Et dans mon rapport annuel de l'année dernière, on a fait état de certaines situations comme ça où si on partageait des listes de donateurs, par exemple, pour que d'autres levées de fonds soient faites, bien, ça soulève des questions de vie privée, ça soulève des questions de consentement. Est-ce que vous avez avisé les gens, vos donateurs, que quand ils vont un don, vous allez partager leurs coordonnées avec d'autres organismes? Peut-être qu'ils seraient à l'aise avec ça, peut-être pas. Alors, on a demandé à ce que ça soit plus explicite. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, venez. Venez, oui. Vous êtes la meilleure pour poser votre question, c'est certain. Donc, si vous voulez vous présenter, et puis... Oui. Bonjour. Donc, mon nom est Shaza. Je suis en 3e année dans le programme de droit canadien. Puis, ma question pour vous, c'est comment peut-on encourager une collaboration internationale pour établir des normes éthiques communes pour l'intelligence artificielle? Bien, je suis heureux de dire que cette collaboration-là, cette coopération-là, elle existe. Elle est très forte et ça a été un des éléments que j'ai découvert avec très grand plaisir dans mon rôle de 2 dernières années. Alors, que ce soit au niveau du G7, les pays du G7, le Canada va rencontrer les vis-à-vis du G7 au niveau des chefs d'État, au niveau des ministres, mais aussi au niveau des commissaires. Alors, à chaque année, je vais rencontrer mes vis-à-vis du G7. La première année de mon mandat, c'était à Bonn, en Allemagne. L'année dernière, c'était à Tokyo, au Japon. Cette année, ce sera à Rome, en Italie. Et l'année suivante, ce sera ici, parce que je serai l'hôte. Le Canada sera l'hôte du G7 à ce moment-là. Alors, énormément de discussions, énormément de collaborations. Ça nous a permis de faire la déclaration sur l'intelligence artificielle dans le contexte de la vie privée, de rappeler l'existence des lois, de rappeler des meilleures pratiques. On va continuer ce travail-là à Rome cette année. Il y a l'Assemblée mondiale de la vie privée où tous les commissaires de la protection de la vie privée au monde, ou à peu près, vont se rejoindre annuellement et encore là, émettre des résolutions, des recommandations. On l'a fait en matière d'intelligence artificielle cette année. On l'a fait en matière de vie privée des employés. Ensuite, il y a même d'autres secteurs, par exemple l'Asie-Pacifique. Alors, le Canada est un joueur important en Asie-Pacifique avec la côte ouest. Et donc, j'ai participé à plusieurs de ces rencontres-là avec ce sous-groupe-là qui inclut l'Australie, qui inclut la Nouvelle-Zélande, le Mexique, le Canada, Singapour, Japon, la Corée du Sud. Alors, très, très actif, et puis des enjeux particuliers. Évidemment, il y a l'Europe, l'Europe très active avec le RGDP, et le Canada a récemment obtenu le statut adéquat en matière de protection de la vie privée. Alors, il y a des réseaux aussi
par rapport à ces pays-là qui ont été reconnus comme étant adéquats. Aussi un réseau de la francophonie, les commissaires à la protection de la vie privée de la francophonie. Alors, beaucoup de travail là-dessus et je pense que ça se développe encore davantage parce que là, on le fait aussi au niveau interréglementaire. Donc, ce qu'on a fait au Canada avec la concurrence, la vie privée, télécommunications, ça se fait aussi à l'international et ça se fait même entre nous. Donc, notre forum d'autorité réglementaire qu'on a créé, il est maintenant en lien avec un forum équivalent britannique et en faisant ça, on vient multiplier l'influence, mais aussi multiplier les perspectives pour s'assurer qu'on est aligné. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a une autre question de la part des étudiants, doctorants? Oui, venez. Voilà. Bonjour, je m'appelle Amélie, je suis candidate au doctorat et je me demandais si vous pouviez revenir concernant les enjeux de reconnaissance faciale sur l'enquête conjointe concernant Clearview AI et peut-être ses suites aujourd'hui. Tout à fait. Alors, c'était une enquête très importante à savoir, est-ce que Clearview AI, qui fait de la reconnaissance faciale, oui, mais particulièrement en allant chercher les données de façon indiscriminée sur l'Internet. Alors, ça a été une enquête avec mon commissariat et les collègues du Québec, d'Alberta, de Colombie-Britannique, qui ont déterminé, je crois, en 2021, que c'était une violation de la loi, que ce n'était pas, non seulement il n'y avait pas de consentement, mais ce n'était pas des fins appropriées parce que, essentiellement, on était en train de placer toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, et pas seulement, parce que ça va à l'extérieur du Canada aussi, mais c'était comme si on les plaçait tous sous enquête policière, sans mandat, sans motif raisonnable, et par une compagnie privée qui ensuite allait vendre ça aux forces policières. Alors, dans un sens, ça venait obnubiler toutes les protections de charte qu'on a. On ne peut pas, demain matin, on peut pas, sans motif raisonnable, demander d'être pris en photo puis que la police ait un dossier comme ça sur moi. Mais là, avec Clearview AI, on pouvait. Alors, on a déterminé que c'était illégal au Canada. La compagnie a quitté le Canada, n'opère plus au Canada, mais il y a encore des données de Canadiennes et de Canadiens qui sont dans cette base de données-là. J'ai mentionné que je n'avais pas l'autorité, mon bureau n'a pas l'autorité d'émettre des ordonnances. Les collègues provinciaux, eux, ont cette autorité-là et ils ont fait des ordonnances par rapport à Clearview AI. C'est toujours devant les tribunaux. Alors, ça continue par rapport à ça. Mais ça montre encore une fois cette importance entre le public, le privé et la Cour dans l'affaire Bekevitz. La Cour suprême, elle ne parlait pas de ce cas-là spécifiquement, mais elle a quand même mentionné, et je pense que c'est tout à fait pertinent, que la technologie a tellement changé la donne qu'elle a maintenant ajouté un tiers à la relation qui était autrefois une relation à deux entre l'État et les citoyens en matière de droits fondamentaux et de charte. Donc, traditionnellement, c'était l'État enquête sur moi, que ce soit ici au Canada ou que ce soit dans un État totalitaire ou la police secrète, tout ça, mais c'est État-individu. Mais là, maintenant, avec la technologie, c'est État-individu, société privée, industrie privée. Et la Cour a explicitement dit, ça vient changer un peu l'architecture et la question là-dessus. Et ça, dans Clearview AI, on l'avait dit explicitement. On avait dit, le gouvernement, lorsqu'il utilise des compagnies privées, parce que par la suite, la GRC avait utilisé Clearview AI, le gouvernement doit s'assurer d'avoir des mesures suffisantes pour confirmer la conformité de la compagnie privée au niveau de ses obligations. Et récemment, j'ai rendu une décision par rapport à la GRC, par rapport à l'utilisation de d'autres logiciel BabelX, qui était un logiciel qui permettait d'aller fouiller l'Internet, même des sites privés, même des sites avec accès restreint. Et dans notre enquête, on a conclu que la GRC devait faire plus de vérifications diligentes avant d'utiliser des logiciels comme ça. C'est pas suffisant de dire c'est disponible, on peut l'acheter, ça nous aide à faire notre travail, on le fait. Alors, c'est une question qui continue d'être d'actualité. Le New York Times, je pense, avait appelé ça un line-up perpétuel. Exact. Alors, merci. Merci pour la question.
Alors, dernier rappel pour ceux et celles. Bon, alors je vais juste remettre le micro ici et puis on va faire la petite conclusion. Alors, bien, Monsieur le commissaire, j'aimerais vous remercier pour votre temps précieux. J'imagine que vous êtes, selon ce qu'on a discuté aujourd'hui, très occupé avec plusieurs des enjeux dont on a parlé aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Karen, d'avoir animé avec moi. Et puis, merci surtout aux étudiants et étudiantes qui se sont joints à nous et puis qui ont eu l'occasion de vous poser leurs questions. Et puis, j'espère que ça aura nourri votre réflexion, que ça vous aura donné envie de vous intéresser à ce domaine qui est la protection de la vie privée au Canada. Alors, merci et à la prochaine.